Science and Economic Development, and a member of the Standing Committee on Finance in the House, and now in the House of Commons, but also as a citizen. Greg is committed to the Black community, to which he has always shown an unwavering commitment. In particular, he is the chair of the Black Caucus in the Parliament of Canada, an institution that is very important to him. Thank you for being here, Greg. It's my pleasure, ça m'a fait plaisir. Nous avons également la chance d'avoir aujourd'hui Madame Dominique Anglade. Donc, Dominique participe beaucoup à la vie de la collectivité. Au fil des 20 dernières années, elle a fait partie du conseil d'administration de plus d'une quinzaine d'organisations, en plus de présider plusieurs d'entre elles, dont une fondation, Fondation Campé, qu'elle a aussi cofondée. En 2016, elle est assermentée ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique au sein du gouvernement de Philippe Couillard, devenant ainsi la première personne d'origine haïtienne à occuper une fonction ministérielle au Canada. De 2017 à 2018, elle devient également vice-première ministre du Québec et tout récemment, elle est maintenant chef du Parti libéral du Québec. Dominique, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir d'être avec vous ce soir. Nous avons également Teegwendé Valérie Porgo. Teegwendé est titulaire d'une maîtrise en sciences et d'un doctorat en épidémiologie, avec des sujets de recherche axés sur la vaccination et la qualité et l'efficacité des soins. Elle a une passion pour le développement, en particulier le développement humain. Elle a collaboré avec différentes parties prenantes, y compris des représentants du gouvernement, pour favoriser le développement du capital humain dans divers pays. Teegwendé a participé à plus de 30 articles scientifiques, entre autres écrits avec l'Organisation mondiale de la santé et le groupe de la Banque mondiale sur le thème des politiques de santé fondées sur des preuves. Elle travaille actuellement sur des projets d'intervention de COVID-19 en Guinée et en Côte d'Ivoire. Donc, elle est présentement à Abidjan avec nous. Bienvenue, Teegwendé. Merci beaucoup d'être là. Merci, Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. And with us today also is Dr. Beverly Bain. She is a Black queer feminist scholar, activist, who teaches in women and gender studies in the Department of Historical Studies at the University of Toronto, Mississauga. She currently teaches and researches in the area of the Black feminist radical tradition, gender, feminism, and post-colonial theories and gender violence and resistance. Bain, Dr. Bain is currently working on a series of essays that documents Black radical feminist queer activism in Toronto from the 80s to the present. Beverly, thank you so much for being with us. Merci. Thank you. Alors, je vais juste vous dire un petit peu, et moi-même, pardon, j'ai oublié de me présenter, donc je suis Nathalie Sanon, responsable du programme de formation chez IVADO en intelligence numérique, mais j'étais précédemment directrice à la programmation du Salon International de la Femme Noire également. Alors, je vais vous faire part un petit peu du fonctionnement du panel de discussion aujourd'hui. Donc, on aura des échanges sous forme de questions et de réponses qui se feront, comme je vous ai dit tout à l'heure, en anglais ainsi qu'en français, sans nécessairement avoir de traduction longue, mais dans les deux langues, donc. Et par la suite, à la fin, il y aura une période de questions dans le Facebook Live, sur laquelle, donc, on vous invite déjà à mettre vos questions au moment où vous le voulez, et on pourra y répondre à la fin. Alors, voilà pour les présentations. On y va avec le premier sujet. Donc, j'aimerais voir avec Teegwendé. Oh, Teegwendé nous a quittés. Elle revient. Je vais attendre que Teegwendé revienne parce que la question lui est un petit peu destinée, étant donné qu'elle est en Afrique. On a pensé au tout début que l'Afrique serait probablement très affectée par la COVID-19, étant donné la difficulté de distanciation sociale. Teegwendé, tu es de retour. Tu nous entends? Oui, tu nous entends, Teegwendé? OK. Je ne sais pas si elle nous entend, mais on va quand même y aller avec donc le sujet.
en parlant de l'Afrique, où on pensait que la COVID-19 allait considérablement affecter ce continent, mais on voit que finalement, il n'a pas été aussi affecté qu'on le pensait, fort heureusement. Teegwendé, si tu nous entends, oui, tu nous entends. Donc, est-ce que déjà, tu peux nous dire comment ça se passe un petit peu en Afrique avec la COVID-19? Est-ce que nous, on va t'entendre? OK, alors Teegwendé, il va falloir peut-être refaire la connexion parce qu'on ne te voit plus. Ou on te voit, mais tu es figé. Donc, en gros, on aimerait savoir comment se fait-il que le coronavirus a affecté autant les communautés noires, donc lorsqu'on parle de l'Amérique. L'Afrique, ça a été une chose, mais en Amérique, vraiment, les communautés noires ont été fortement affectées. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui fait que les communautés noires sont aussi affectées? Greg, est-ce que vous avez une petite réponse par rapport à ça? Oui, j'ai une réponse et je pense que c'est pas pour des raisons génétiques qu'on se trouve que les communautés noires sont plus touchées par le coronavirus. Je pense que c'est tout à fait avec des questions économiques et sociales. Alors, d'abord, en parlant de la situation en Amérique du Nord, souvent à cause du racisme anti-noir, à cause des conséquences qui découlaient de l'esclavisme en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, on a vu que les Noirs ne s'occupent pas au même pourcentage les strates socio-économiques comme les autres races, particulièrement les Caucasiens. Alors, on a une situation où ils souffrent plus de maladies physiques et aussi la maladie mentale. Et ce sont les gens qui sont plus vulnérables. Ça, c'est une chose. Alors, quand ils sont frappés par cette maladie, cette crise sanitaire qui affecte nos poumons en particulier, mais ils sont plus vulnérables. Ils sont plus vulnérables, je devrais dire. Deuxième affaire, c'est que plusieurs Noirs travaillent dans des jobs qu'on a découverts sont très importants. C'est la colle qui garde la société ensemble. Des gens qui travaillent comme des commis, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé comme préposés, des gens qui s'occupent de nos aînés dans des centres de longue durée. Tout ça indique qu'ils sont plus aptes à être exposés à la maladie. Et ça nous force d'avoir une grande réflexion. Quel est l'impact du racisme sur les communautés noires et comment est-ce que ça peut engendrer une crise sanitaire ou des conséquences graves aux santé des Noirs, surtout au Canada, puis et certainement aux États-Unis. En Grande-Bretagne, c'est la même chose. Donc, plutôt que des causes vraiment physiologiques, c'est vraiment au niveau social et au niveau économique, socio-économique finalement, que le coronavirus vient toucher particulièrement les communautés noires. Effectivement. So we're saying that coronavirus really affects Black communities more through social and economic aspects than really genetically or physiologically. If I were to put it in very simple terms, we are seeing the terrible consequences of discrimination and anti-Black racism on the communities. Sorry. So maybe if you're not not speaking, maybe just turn your microphone off. All right. OK. Teegwendé, tu es là avec nous? Oui, parfait. Alors, on voulait savoir un petit peu comment ça se passait en Afrique pour la COVID-19. Comment est-ce qu'on le vit là-bas? Oups. Encore une fois, Teegwendé, malheureusement, on ne te voit pas, on ne t'entend pas et tu ne bouges pas. Bon. OK, on va passer à la prochaine question alors.
Et je reviendrai à la question pour Teegwendé, qui est justement une épidémiologiste, et donc je voulais savoir un petit peu plus comment... Teegwendé, est-ce que tu nous entends? Tu bouges un peu? Non. Parfait. Les joies du télétravail. Alors là, il y a des enfants qui courent, il y a le bruit derrière, il y a la caméra qui ne fonctionne pas, le son, voilà. Alors, c'est justement ce que l'on voit souvent dans les réunions et en temps de COVID. Nathalie, peut-être juste un petit conseil, peut-être elle peut participer, mais plutôt juste par voix. Si elle garde sa caméra fermée, elle peut, ça va réduire l'impact sur la bande passante. Passante, effectivement. Donc, Teegwendé, si tu nous entends, tu peux enlever ton microphone et peut-être répondre. Non, elle est partie. On l'a perdue. Bon, on la retrouvera un peu plus tard. Si on parle un petit peu plus donc, de l'émergence, justement, Greg faisait allusion à l'émergence des injustices qui ressortent de la COVID, mais précisément au niveau du domaine du marché de l'emploi, en fait. Donc, on a des situations et on voit apparaître justement maintenant. OK, dernier essai. Teegwendé, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, malheureusement. OK. Tu me fais signe quand... Bon, d'accord. Si tu m'entends, tu peux ne pas être là, uniquement avoir ton micro ouvert, mais fermer la caméra, parce que ça prend beaucoup de bandes passantes, donc peut-être que ça va aller mieux comme ça. Parfait. Elle essaie, c'est bon. Donc, on va y aller avec justement cette résurgence un petit peu des injustices. Elles existaient déjà, bien sûr, mais on les voit ressortir encore plus avec tous ces travailleurs. Donc, on a des travailleurs qui sont dans le milieu de la santé, qui sont dans le milieu de la transformation des aliments, par exemple. Donc, des travailleurs qui sont devenus maintenant essentiels. Ils l'étaient déjà, mais on ne s'en était pas rendu compte. On ne s'était pas rendu compte du fait qu'ils étaient essentiels et maintenant on se rend compte que, wow, sans eux, on ne pourrait pas continuer à vivre. Donc, malheureusement, ces travailleurs-là, beaucoup d'entre eux sont des migrants qui sont en attente d'un statut et se retrouvent dans des emplois très difficiles, mais à travailler très fort pour nous, par exemple, comme préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Dominique, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces gens aient quand même un respect, qu'on respecte leur travail? Alors, il y a plusieurs éléments que tu abordes, Nathalie, sur cette question-là. La dernière question qui est plus spécifique, ceux qui n'ont pas de statut formel, qui travaillent présentement dans les CHSLD, et vous avez vu qu'il y a eu une mobilisation pour que le gouvernement décide d'accélérer au niveau provincial et avec le fédéral, pour qu'il décide d'accélérer le statut de ces personnes qui œuvrent dans le milieu de la santé, ce qui serait une très bonne chose. Ça s'est déjà fait par le passé au Québec. Je pense que c'est une chose qui doit se faire encore une fois, parce qu'au-delà du fait qu'ils travaillent, qu'ils sauvent des vies, ils mettent leur vie en péril et on n'a qu'à parler. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si on appelle ça la chance ou l'opportunité de parler avec le fils de Marcelin François, une des personnes justement qui est décédée à l'âge de 40 ans, et tu n'as qu'à parler une fois avec ce petit garçon de 11 ans pour savoir quelle est la bonne chose à faire. Et la bonne chose à faire, c'est justement de régulariser le plus rapidement possible les statuts de ces personnes-là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans le cadre de ta question, il faut se rappeler, il faut qu'on se dise aussi, ces emplois qui sont plus difficiles, notamment dans le secteur de la santé, notamment pour les préposés aux bénéficiaires, ce sont des emplois qui sont occupés souvent par des femmes, souvent des femmes immigrantes, qui vivent dans des conditions personnelles plus vulnérables. Et donc, cette prise de conscience-là doit nous amener à aussi poser des gestes pour ces emplois qui sont déterminants. Donc, on a dit, on l'a découvert, on le savait, mais là, maintenant, je pense qu'il faut passer de la parole aux actes pour soutenir ce milieu
avec des gestes concrets. Puis les gestes concrets, ce n'est pas seulement, il y a de l'argent, mais ce n'est pas seulement l'argent. C'est le fait que tu aies des conditions qui fassent en sorte que tu aies l'équipement dont tu as besoin. C'est le fait de travailler dans un environnement où tu n'as pas 170 personnes à ta charge, mais peut-être 60 personnes à ta charge quand tu travailles de nuit. C'est de revoir les ratios, c'est de revoir réellement les conditions de travail qui sont associées à ces fonctions-là et qui sont vitales pour toute la société. Donc, c'est des questions qui m'apparaissent assez fondamentales auxquelles il va falloir donner des réponses plutôt que tard. Mm-hmm. So, indeed, what Dominique was saying, Beverly, is that there are a lot of things that will need to be done. We were talking about women being mainly a part of the workers, the vulnerable workers, essential workers. Here we call them angels as well, because they're helping us survive in this COVID crisis. I imagine, of course, it's the same in Ontario. You're in Toronto. What do you say about the fact that most of them are women that are probably coming from other countries and don't necessarily have a status here in Canada? Beverly? Don't forget to turn on your mic. Thank you both, Dominique and Greg, for your responses, and thank you for having me. What I'll say is this: is that yeah, it seems ironic that a lot of the women who are actually on the front line that are dying happen to be Black women. There are also Black women who are at the lower spectrum in terms economically, in terms of lower paid. Those who have always been disposable and non-essential, that has now become essential, which seems really contradictory. But what this has, we also have to connect this to the way in which, the history of how Blackness has operated within this country, right? As never present, even though we have been here since the 1600s, we have been shaped as never present, as always migrating or immigrating, and therefore somehow not having validity within the nation state. Nevertheless, our lives have always been rendered that which can be treated with, callously, or have allowed, our bodies and our lives to be treated as disposable. So what we're seeing, and I think Greg made a point, which was interesting, is that historically, and I'll add to that, is that there's been a socio-political economic legacy that has always, in addition to rendering us at the lowest rung, has also predisposed us to all kinds of, socio-political economic deprivation, and as well as health deprivation, so that Black women and Black people in this country, when there is a crisis such as this, which is the coronavirus, not only are we called to the front lines in order to be that first, line of defense, to save lives, primarily white lives. Let's be very clear whose lives we're here saving. Because when we look at our screen and we look at CBC and we look at the news, the people who we see are the saviors, the heroes, the hard workers, and the ones who are dead, dying, and grievable are white people. We don't see Black and brown faces doing this job and being at risk. Nevertheless, we know that we are. Mm-hmm. So absolutely we are, and I think we're putting ourselves at risk, but we also, I think that we have seen some people, we have shown the people being working. We have shown, don't we see a difference? Don't you see that there might be some change into this, or you? No, I don't. I don't see that at all. Mm-hmm. In fact, if anything, if we are seen, we are seen in distress.
We're not seen as the people who are the first line of defense. The report that was just released by the military in terms of what was happening in long-term care, it was important to reveal the negligence of the government and series of governments in this country that have allowed long-term care to deteriorate in the way it has. Yet, when we read through that report very carefully, it scapegoats the workers in those long-term care facilities who are working under duress, who are working with not enough support, who are working long, lengthy, excessive hours, who once COVID started did not have the equipment or the PPEs that would allow them to be safe, right? So this has been years of erosion of support and funding for long-term care that has allowed what has happened to happen now. So when we hear our leaders coming out and claiming, you know, how awful this is and how angry they are, they need to look at the way in which they have undermined funding for social support for seniors, for Black people, for poor people, for young people. In all categories, they have privileged business, corporations, and other larger establishments over the lives of people. So now we are seeing deaths that could have been prevented if only, you know, these institutions or these environments were supported in the way that they were supposed to be supported, by having enough workers, well paid, and also not in situations where they're doing double shift. My mother's in long-term care, and I see how hard these women work. And let me be very clear, the majority of these women are Black and racialized women, women of color, right? They are the ones who are doing the actual day-to-day care. And yet they are the ones who are underpaid and exploited. So therefore, when you say, if I see a difference, I'm seeing Black people and brown people being presented as having to defend themselves by being scapegoated for not doing a good job. But I'm not seeing those people as being in any way celebrated or recognized for the work and the risk that they're taking on a day-to-day basis. So you were talking about our leaders not having done the job. We have some leaders here. Do you have anything to say about that? I think I'm speaking about all the leaders. Speaking about the liberals, I'm going to be blunt. I'm speaking of the liberals, I'm speaking of the NDP, I'm speaking of the conservatives, I'm speaking about the Parti Québécois, I'm speaking about all of the parties that are in government now have failed people in particular ways, and they need to own that, right? They need to own that they have failed people in particular ways, in terms of the way in which people are now actually being put at risk. And it's the people particularly who are the most devastated are the ones who now have to come to the front lines to actually protect those whose lives were already well, you know, propped up, middle class, and you know, I mean, it's the people who are the most vulnerable that are protecting the people who are actually, you know, have been well all along, you know, and these are the people whose lives are at risk, and yet we are not wanting to talk about those people. We're not wanting to talk about looking at who's dying. We know that neighborhoods in Montreal, Black people are being infected at a high rate. Nobody wants to talk about it. Here in Ontario and here in Toronto, Black people in particular and brown people in particular are being infected, and our governments don't want to talk about it. So it tells us, because they don't want to acknowledge that race is a factor, is a determining factor in who will be most affected in times of pandemics. Race, class, age, you know, gender, these things are very instrumental and they are determinations or determinants of who are most affected when we have pandemics like this. And race definitely, as we see, not just here in Canada, but in the US and in the world. Brazil, right now, I mean, Black people are dying like nothing, and their governments are just saying, well, you know,
it happens, people have to die. Well, excuse me, who has to die? Yeah. And whose lives matter less? Yeah, exactly. Greg, would you like to comment on? Yeah, so I'll do this in both languages. I think Beverly is quite correct in terms of the analysis. The thing that I'll disagree with her on, and the only thing I'll disagree with her on, is whether or not it's now being recognized. I think what's remarkable about this pandemic, as opposed to, look, whenever there's a crisis, economic, social, or health, those at the bottom of the ladder get it the worst, and that's us. So let's just understand this. But what I think is different about this this health crisis is that I'm seeing stories. I see it. Fabrice Ville à Montréal a tourné une vidéo qui a fait toute une explosion au Québec par rapport à la contribution essentielle que nos demandeurs d'asile ou des personnes de couleur font pour protéger la société en général, surtout nos aînés, dans nos CSSLD. In Toronto, I've seen stories that I've never seen before. I'm 50 years old now, and I'm a massive consumer of news, especially newspapers. Seeing front page stories last week in the Toronto Star talking precisely about the contribution of Black personal care workers and how they're suffering and dying precisely for the reasons that Beverly had raised and I had raised and Dominique had raised just earlier. So to me, that's what's different. And I think we're seeing a bit of a consciousness which is happening outside of the Black community. Where people are beginning to talk about these issues and beginning to say, gee, how is it? We in Canada, we don't want to pretend that, we don't want to admit that we have a problem, that we have racism, and specifically anti-Black racism that exists. But I'm seeing just a little bit of an opening more and more of people, of non-Blacks saying, this is not good. And this is making us feel very uncomfortable, and we need to start there seems to be an openness to looking at these stories. So that's where I would disagree with Beverly, but otherwise I think her analysis is spot on. Natalie, could I just say one thing? I think the reason. Yes, I think the reason why you're seeing what you're seeing is because of people like myself and others who started writing. When COVID-19 hit, there was no recognition of the work of Black and brown and racialized people in this country. It was because of the work of Black researchers, health researchers, the work of Black academics like myself. I mean, I wrote a couple of articles. It was the work of Blacks in Quebec around, the issue of prisoners who were in Laval, who was on hunger strike, who nobody was hearing about. It was the work of Black folks, Black people who were doing this to bring to the attention. The reason why Ontario now is collecting data is because of Black academics and researchers. They were not, in fact, they denied it. They denied it was necessary in the beginning. Absolutely. So whatever shift you say has nothing to do with the state or the white media or white people in general. It has to do with the work that we have intervened in and have had to do that like consistently over a period of time, work we have been doing a long time ago, which is true, but at that moment we really intervened and we start pushing back. We forced governments, we forced the Liberal, we forced the NDP to actually raise issues in Parliament and to say, look, you got to start changing the narrative. You got to start doing something about the way you're talking about this crisis and who's most affected. So whatever little shift that happened, which is a little shift, because if you look at CBC, they're still rolling out the same kind of narrative and they're still pushing back at the discourses that we are trying to intervene in that we're trying to introduce to keep a sort of a
a white narrative going. But nevertheless, whatever you have been seeing, the credit goes to Black people who have been doing that work and not, the state. And whoever white people are saying, yes, things are, we need to stop and listen. They're actually being said, they're actually saying this because they don't have a choice, but they have to acknowledge it, right? These people, it's in their face, that they have to acknowledge it, those who have some kind of a conscience, and to recognize that, look, this is really happening, and we need, if we want to justify and legitimize that we have any kind of legitimacy at all, we better start listening for whatever it's worth. That's right. J'aimerais vraiment entendre Dominique. Yeah. Dominique sur, donc, qu'est-ce qu'on fait justement avec ces femmes, majoritairement des femmes issues de la diversité, qui se retrouvent dans des emplois, comme on a dit, qui sont beaucoup moins payés, complètement dévalorisés, non reconnus et sans avantage, sans filet social aussi très souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de valoriser justement cet emploi-là en augmentant le salaire, par exemple, ou est-ce qu'on les pousse vers d'autres types d'emplois? Qu'est-ce qu'on fait à long terme? Puis je vais réagir un peu à ce qui a été dit précédemment aussi. Pour répondre spécifiquement à ta question, tu valorises les emplois, évidemment. Valoriser, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'argent, c'est toutes les conditions de travail qui y sont associées. Et comme les gens sont plus conscients maintenant, parce qu'on parlait de pénurie, on parlait de toutes sortes de choses dans les CHSLD, et je pense que les gens vivent réellement la crise au quotidien. Donc, au-delà des paroles, c'est de poser des gestes concrets. Quant à la reconnaissance du travail qui est fait, puis du fait que ce sont des personnes qui sont souvent précarisées, immigrantes, noires, etc., il y a eu quand même, en tout cas à l'Assemblée nationale du Québec, il y a eu 3 formations politiques, une personne indépendante qui ont décidé de passer une motion pour justement demander au gouvernement d'agir là-dedans. Il y a eu plusieurs prises de parole pour reconnaître la situation. Je ne dis pas que tout est parfait, mais il y a eu des gestes concrets qui ont été également posés qui font en sorte qu'on a plus tendance à reconnaître ce milieu-là. J'aimerais préciser aussi quand même que quand on parle de la communauté noire, je vais parler davantage de la communauté de laquelle je suis originaire haïtienne. Ça fait longtemps que dans le milieu de la santé, il y a nombre de représentants de la communauté noire, infirmières, médecins, pharmaciens, dans différents secteurs qui ont été également des modèles. Donc, il y a eu, c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont précarisés là-dedans, mais il y a également eu des modèles qui ont été très présents depuis des décennies et qui font en sorte que tu as aussi une nouvelle génération qui regarde, qui se pose ces questions-là. Et quand on parle d'un Fabriceville, c'est justement cette nouvelle génération-là avec une autre perspective qui est très sensible aux enjeux sociaux, communautaires des gens précarisés. Mais il existe des modèles, puis il faut au contraire, ces modèles-là, les mettre encore davantage de l'avant. Alors, est-ce que nous avons Teegwendé? Parce que j'aimerais vraiment entendre Teegwendé à ce sujet. Tu nous entends, Teegwendé? C'est dommage. C'est très dommage, Teegwendé. Non, ça ne marchera pas. OK. Ça ne bouge toujours pas? Non, ça ne marche pas. OK, d'accord. J'aimerais savoir, juste pour terminer un petit peu là-dessus, que pensez-vous, Greg et Dominique, du changement de décision du gouvernement du Québec actuel, donc de la CAQ, au début qui ne voulait pas trop rentrer dans la possibilité de donner un statut aux migrants donc, qui travaillent spécifiquement dans le domaine pour nous aider pour la COVID, contre la COVID, et qui maintenant semble avoir changé d'idée avec le ministre Jolin Barrette qui a parlé à ce sujet. Je pense qu'ils prennent conscience de ce que c'est que la bonne chose à faire. Tu sais, au-delà de chiffres et il ne s'agit pas ici de ratio, il ne s'agit pas ici de chiffres, de seuil, puis de nombre d'immigrants, etc. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'une question qui est très humaine, une question de principe qui devrait diriger les décisions du gouvernement. Et je pense qu'ils s'en sont finalement rendus compte au fur et à mesure de constater les commentaires aussi qui émanaient
de la part de la population, de la part des journalistes, de la part des gens qui sont sur le terrain, de la part des oppositions. Puis ils se sont rendus à l'évidence que c'est la bonne chose à faire, c'est l'unique chose à faire. Effectivement. Greg? Moi, je pense que peut-être, moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je peux dire qu'il y a plusieurs Noirs de ma communauté qui m'ont parlé de cette conversion de ce gouvernement provincial qui a fait franchement passer la note sur la question anti-migrants. Et il y avait plusieurs gens des communautés ethnoculturelles qui ne se sentaient pas à l'aise avec la teneur de leur discours politique durant l'élection, durant les premières années de ce gouvernement. Et je pense qu'ils étaient forcés par la montée populaire des militants comme Fabrice Ville, comme d'autres, comme Dominique Anglade, qui ont soulevé ces questions-là, qui ont dit que c'est une force l'immigration. Il y a des gens qui sont très qualifiés, il y a des gens qui travaillent très fort pour soutenir notre société et puis ils ne sont pas un fardeau au Québec. Bien au contraire, ils sont vraiment une force positive pour bâtir une société québécoise plus prospère. Alors, je suis soulagé et je souhaite la bienvenue au gouvernement à cette réalisation ou cette constatation maintenant, cette prise de conscience que maintenant ils sont rendus à ce point-ci. Effectivement, il ne faut pas oublier que certains d'entre eux travaillent à l'usine quand ils arrivent pour ensuite devenir, quelques décennies plus tard, immortels à l'Académie française. Alors, effectivement. on parle de Dany Laferrière qui a bien sûr déjà travaillé à l'usine. Et puis, je pense que le Québec est très fier d'avoir quelqu'un comme Dany Laferrière. Donc, si je peux me permettre, par contre, dans le commentaire, dans la poursuite de ce que Greg disait, la réalisation est quand même de courte durée parce que il n'y a pas plus tard que cette semaine, il y a eu un dépôt de modification à nos programmes d'immigration qui montre encore que des étudiants qui sont ici ne vont pas nécessairement maintenir leurs droits acquis. Donc, cette philosophie-là, cette mentalité-là, elle persiste. On réagit là parce qu'il y a une pression, puis il y a quand même une pression de la population, puis de différentes personnes, une pression journalistique par rapport à ce sujet-là, mais je ne pense pas qu'en termes de vision, il y a un alignement des planètes sur cette question-là avec le gouvernement actuel. Bien dit. Je me dis que Teegwendé va me joindre par WhatsApp. On a vraiment hâte de l'entendre. Ben oui, j'ai très hâte. C'était l'épidémiologiste, alors on aimerait avoir la scientifique. Justement. OK, alors. Bon. Lorsqu'elle appellera, on va tout de suite la mettre à l'écran. So I'd like to change a bit the subject because we definitely, did we lose Beverly? No, okay, Dominique. We definitely had a lot going on this week in the news. A lot of police brutality and race-related events that were quite shocking. Again, might I say also. And so we heard, or I heard today, I was not aware of it before, that someone called Régis Korczynski-Paquet was killed during a police intervention in Toronto. So we're not only in the States now, it's here as well. Can you tell us more about that, Beverly? Well, first, let me start by saying that first of all, the nature of violence that we're seeing in the States in terms of police brutality and killing of Black people is not new to Canada. I mean,
many Blacks here in Toronto and in Montreal and other parts of Canada have been killed. And it's been going on, you know, I mean, I've been living in Canada since since the middle of the 70s. When I came here to go to university, you know, the first situation I encountered was the killing of Albert Johnson. I mean, you know, it was one of the, you know, individuals who were murdered here in the US, in Canada, and was shot by police. And this, so, and then we had several other instances that followed, that continued right up, you know, to recently. So what we see, we know that in the US, it's far more, it's out, you know, it outnumbers us. In terms of the escalation and the everyday violence that Black people encounter and the brutality that Black people encounter. But that's not new. That's ongoing, right? And I would argue that it is, you know, part and parcel of the afterlife of slavery that Black people continue to inherit from, you know, brutal, you know, slave violence. So that continues. The brutality of women in this country is also not new. What happened by police? What happens is that it often does not get talked about, right? It often does not, it's not seen in the same realm as police violence against men. But Black women are beaten and killed by police as well. In the 90s, I worked on the case of Sophia Cook, who was a woman in Toronto who was shot while sitting in a car with other people. She was shot and partially paralyzed, and that created a major protest for us. Then there was people like Audrey Smith, who was strip searched in the middle of the downtown core by police in a very violent way. And one would argue that strip search can be compared to sexual assault, because it is, you know, the inserting of one's hand within one's, you know, genital. So it is a form of sexual assault. So we see this level of violence of Black women and Black men as historic and continuing, right? What I would argue is that the coronavirus and the lockdown and the state of emergency has allowed for an upscale in surveillance and policing techniques of Black people, right? It has been going on, but it has given police even more powers than they have had to actually, you know, for instance, here in Toronto, you know, so many Black people have been stopped just for walking, right? In open spaces, observing actual social distance, but yet stopped and fined and arrested. And when asked, well, why are you stopping me, have been arrested or beaten. A man in Ottawa, a Black man with his children, was in a park and he was social distancing. And when he was told to leave the park, he asked, well, I didn't see a sign here that says I couldn't be in the park. And this was at the beginning. And he was asking questions because people were confused. They were literally confused as to what spaces they could go into and what spaces they couldn't go into in the beginning. And the cop and the police turned around and started to tell him off and curse him in front of his children using the N-word, okay? Mm-hmm. And when he continued to act, and then he said to the police, so why are you doing this? Why are you treating me like this? And he accidentally slipped and fell, and the cop pounced on him because the cop thought he was trying to attack him. At least this is what he said. So we see, and the interesting thing is because we're also at a time where we are sequestered or we are confined to our homes. So there's not a lot of people out in public space. And therefore, you know, there's not as much eyes on the police as there have been on an ongoing basis. Absolutely. So I think the height of brutality has actually gone up because there's this sense that, you know, there's not enough cameras around, there's not enough people to witness, and because police has been given extrajudicial power following the state of emergency, I think they've been taking a lot of liberty with that.
Okay. Can you tell us more specifically about the case of Régis? I think this is something that happened. Yes, it happened this week on Wednesday? Yes. This is a young woman. She was 29 years old, a Black woman, also of Black and Indigenous ancestry, she identified. And she was also identified as someone who has, by her family, as having some issues with mental health. And apparently, she was in the home, in her apartment alone, and she was having anxiety. And we're not sure if she called the police or other people called the police. But the police came into her apartment, and within minutes, she fell over the balcony. The police is saying that they came into the apartment, saw her on the balcony, and the next thing they knew, she threw herself over the balcony. So, so people are questioning, well, if the police is in the apartment, how does she fall over the balcony? Didn't they stop her from doing it? How did she throw herself over the balcony and they are standing in her apartment? Mm-hmm. Right? And she was the only occupant of that apartment was in there at the time, and the police. Mm-hmm. So how did this happen? People are wanting to know why she fell to her death, and what role did the police play or not play in her falling to her death. Because at least they did not protect her in falling. They did not, well, I mean, there could be that, there's that issue. Why are you in her apartment and she falls over a balcony, 24th floor, and die? To me, that's a critical question. Because if the cops come in here, I mean, people have called the police on people who with mental health issues who might have been exhibiting a knife or exhibiting something, and within seconds, the cops kill that person without even attempting to disarm this person. A person with a knife, and you, a 200-pound police officer, 4 or 5 of you, you can't tell me you can't disarm one single human being. Indeed, for sure. So how do we explain all of this, right? And you know, without really recognizing that police powers have been, you know, has exceeded through the overfunding of police budgets, the overfunding of police, using this opportunity to give special powers to police. Mm-hmm. I think these are some of the questions we need to be asking, because it puts our lives and the lives, you know, of Black women and Black people and racialized people and Indigenous people in actually more danger during this time. So, you know, the question becomes, if we don't die from COVID-19 as Black people, it means we're gonna die at the hands of the police. Mm-hmm. Thank you for that, Beverly. I think that we have Teegwendé now on the line with WhatsApp. Teegwendé? Hi, Nathalie. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Can everybody hear her? Oh, perfect. Bon. Alors, Teegwendé. Teegwendé, you are in Abidjan. I wanted to know, I'm going back and forth here, sorry about that, but on voulait savoir en fait comment ça se passe avec la COVID-19 en Afrique. Là où tu es, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se vit là-bas? Nathalie, ce que je peux dire, c'est qu'ici, on a très rapidement commencé les mesures de prévention, étant donné, bon, vous savez, les systèmes de santé qui ne sont pas autant, je vais dire, qui n'ont pas toutes les infrastructures nécessaires. Donc, c'est beaucoup de lavage de mains, de messages de sensibilisation sur le port du masque, sur les mesures de distanciation sociale. Donc, on mise beaucoup là-dessus. On a des cas au quotidien, on a des cas, en fait, chez nous, on n'a pas nécessairement connu ce pic avec une forte montée du nombre de cas, mais au quotidien, on voit des cas
Canada. Et puis, au jour le jour, en fait, on va dans les communautés avec des messages de sensibilisation. Mais si je peux me permettre, et puis revenir un peu sur la question des disparités raciales, en fait, parce que moi, ce qui me choque surtout, c'est de voir à quel point les Noirs aux États-Unis ou peut-être au Canada ont été touchés. Si je peux me permettre ça, Nathalie? Absolument, oui, oui. Oui, alors moi j'aimerais rebondir en fait sur ce que Greg disait. Je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment des facteurs socio-économiques en fait qu'il faut aller regarder. Le type d'emploi qui sont considérés essentiels. On sait que beaucoup de Noirs occupent ces postes-là. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que Greg a déjà traité de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses en fait dans cette pandémie. Pour faire vraiment barrière à l'infection, il y a les mesures de distanciation sociale et il y a le port du masque. C'est difficile en fait quand on a des communautés qui sont denses, quand on a des conditions de vie qui ne sont pas favorables justement à la mise en place de ces mesures, quand vous avez des dispositions, des maisons où les espaces sont peut-être, les habitations sont exiguës, avec l'utilisation d'espaces communs, je pense particulièrement aux toilettes. Et vous savez, il y a certains cas que l'on traite à la maison, qu'on essaye de garder en isolement à la maison. Mais ce n'est pas évident de rester dans un endroit exigu avec quelqu'un qui est à la maison. Pareil pour les masques. Qu'est-ce qu'on fait? Comment des personnes avec de faibles revenus, et on sait que les types d'emplois qui sont occupés par ces communautés noires sont enfin pour la plupart, des emplois faiblement rémunérés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement leur permettre d'avoir ces masques-là? Et bon, je sais que le gouvernement a décidé de distribuer, de mettre des masques à disposition de ceux qui ne peuvent pas s'en procurer. Mais encore là, les masques qui ne sont pas des masques en tissu, ils doivent être changés régulièrement. Donc, je pense que la question, c'est, pour rejoindre tous les panélistes, hein, c'est vraiment une question socio-économique, mais il y a aussi l'aspect médical. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'aimerais savoir, est-ce que l'âge peut avoir un effet, en fait, la jeunesse de la population africaine, est-ce que ça pourrait avoir un effet aussi sur le fait que vous n'avez pas eu un aussi grand effet qu'ici, par exemple, au niveau des symptômes? Alors, oui, oui, c'est sûr que ça peut jouer, mais je pense qu'il faut être prudent parce que les cas qu'on a observés, on a aussi observé des cas en fait dans les populations jeunes. Peut-être là où ça va jouer, c'est plus par rapport aux cas sévères, par rapport aux décès, mais les jeunes peuvent développer cette maladie. Et je pense qu'il ne faut pas envoyer des mauvais messages et dire, bon voilà, on a beaucoup de gens qui sont jeunes, donc la maladie n'est pas là. Je ne crois pas que ce soit principalement ça. Je pense que c'est principalement la prévention qui a été mise en place dès le départ, en fait. C'est-à-dire que les gouvernements ont pris les mesures nécessaires dès le départ pour vraiment mettre en place les mesures de distanciation sociale. Est-ce que justement, il y avait eu déjà un peu de pratique avec les cas d'Ebola, par exemple, qu'il y avait eu il y a quelques années? Est-ce que c'est ça et qu'il continue à y avoir aussi, je crois, l'Ebola? Il y a toujours des cas d'Ebola aussi, non? Oui, alors il y a des cas d'Ebola au Congo. Pour l'instant, c'est le seul pays, à ma connaissance, où on a des cas d'Ebola. Pour ce qui est des autres pays qui ont été touchés, c'est sûr que ça a joué. Je vous donne l'exemple de la Guinée, par exemple. La Guinée a développé son plan de riposte et de préparation contre la COVID en début février. Donc ça, c'est un mois avant qu'il y ait le premier cas déclaré dans le pays. Donc, pour vous dire que oui, Ebola, vous avez tout à fait raison, Ebola a fortement joué et les gouvernements ont joué sur la mise en place des agences de surveillance qui ont été développées et mises en place à partir d'Ebola. En même temps, il y a aussi peut-être cette crainte, justement, ou peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, ce traumatisme d'Ebola qui fait que les gens sont un peu plus... ils ont plus
ils sont plus conscients en fait du danger qu'il y a par rapport aux maladies infectieuses. Mais Ebola a définitivement joué un rôle ici en Afrique. Merci, Teegwendé. Greg, I think it was you that mentioned earlier something about numbers, that we're not having numbers, statistics on the Black population and how they are affected by COVID-19. Do you know why that is? Do I know why that is? I'm not, well, I mean, I would point to the fact that no one has, and I think Beverly referred to this, very few governments have recognized the contribution that Blacks have made. You know, how did she put it? I wrote it down because I thought it was so good. You know, the social political legacy that has led to us, you know, having all these social, political, and economic consequences. And one of them is not counting us. So there's been a movement afoot. I'm proud to say that our government is starting to collect race-based data, starting to disaggregate data. So it's just not the whole category of visible minority. We're beginning to start to slicing out what that means, in particular for the Black communities. We've asked provinces to start collecting race-based data as well in this crisis, because you can't change what you can't measure. And this is the big thing that always comes up. Well, is there a problem in the Black community? We don't have data to support it, but you don't have data to support it because we don't collect the data. So it becomes a chicken and the egg argument. And this is, you know, the situation's way too serious to, you know, having to wait months and months and months for us to get these figures out. In countries where they do collect this data, you're seeing some, you know, incredibly disproportionate effects of the consequences of COVID, either on the victims, on the people who have come down with it, the people who are suffering the most, and the people who are dying the most. So this is the reason why having data is so important. It's one of the things that Black Caucus has been working with, and I know this is one of the things that our government has been working with, and we find we have allies all around the country who are trying to make sure that the call is there to start collecting data. You can't change what you can't measure. Exactly, absolutely. Dominique, est-ce qu'on compte faire ça au Québec? Je pourrais pas être plus d'accord avec cette question-là. Moi, je suis une fille de chiffres. J'aime ça voir ce que la science nous dit. Et s'il y a une chose qu'on a appris dans tout ce qui se passe avec la COVID, c'est à quel point on doit se baser justement sur des données scientifiques pour avoir une vision plus claire. Puis, s'il y a des distorsions parce qu'il y a des communautés noires, des communautés maghrébines, des communautés, peu importe les communautés, il faut qu'on puisse agir en fonction de ces données-là. Donc, absolument nécessaire. Puis peut-être, j'aimerais ça aussi amener un point, je vois que l'heure file, mais dans tout ce que l'on est en train de vivre là, on va voir beaucoup de disparités qui vont s'accentuer. Si on pensait qu'il y avait des inégalités avant, des disparités avant, la COVID va peut-être entraîner davantage de disparités, surtout lorsqu'on voit que les enfants ne vont pas à l'école, surtout que dans les dernières, ce n'est pas des données hyper probantes, mais avec quelques analyses qui ont été faites, on se rend compte que les enfants qui sont dans des communautés déjà plus vulnérables vont moins profiter de ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, vont moins avoir tendance à retourner même quand l'école est disponible. Qui vivent dans des endroits qui sont plus entassés, plus grande densité de population. Donc, toute la question des inégalités sociales, raciales, tous ces enjeux-là vont refaire surface d'autant plus dans une ère post-COVID et je pense qu'il va falloir qu'on en soit pleinement conscient lorsqu'on va réfléchir aux politiques publiques qu'on va vouloir mettre de l'avant. Et si je peux juste renchérir un petit point que Dominique vient de faire, c'est c'est dans l'intérêt de tout le monde de recueillir ces chiffres-là parce qu'on ne veut pas gaspiller nos fonds sur des programmes qui ne ciblent pas où on devrait cibler nos actions. Alors, si, effectivement, comme Dominique vient de mentionner, si ce sont les communautés noires qui n'envoient pas, les communautés noires vulnérables qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, mais il faut avoir des actions qui est vraiment fait sur mesure pour répondre à leurs inquiétudes et leur situation.
Alors, c'est la raison pour laquelle c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir des données probantes qui est reliées à des conséquences différentielles à cause de la race. Absolument. Donc, can I ask if I felt that very quickly, Beverly. I felt that conversation was very interesting. So I was just wondering if I could just have a summary. Yes. So we were talking about having measuring the numbers. Yeah. If you don't measure, there's no problem. You don't see the problem. So that's what was discussed here. Did you want to add something to that? I think it was something that you mentioned. Well, yeah, I mentioned, and let us be clear, the data can be problematic too, because it depends on who's collecting the data. It depends for what purpose. While we are asking for data, data is not what's going to lead us to justice. Data is a way for us to actually identify or to actually, it's really more or less for us to actually sort of certify what we already know. Because we know that there are issues around of socioeconomic and health issues that affect certain populations more, because in many ways the statistics are collected in various small amounts in different places. So we have an idea, but having data allows us to be able to figure out what needs can be done, that what we can actually do, how we need to do that, right? And how we need to move forward. But it's not necessarily what is going to resolve the problem either, right? Because, I mean, data gets collected in the US as well, and we don't see any changes. So there has to be a commitment on the part of those who have that information or who see themselves as responsible for that information to really do something with it. So definitely what you said is that only data won't help us, but having it, I think, will definitely help us. Yeah. Absolutely. And I guess another thing that could help us very much. Yes, but the corollary is also true. Not having it certainly won't help us. Absolutely, for sure. Something else that might help us very much, and I think we have some very nice representatives here, is the fact of having Black people present at the table where decisions are being made. This was a comment by Selina Caesar-Chavannes, who was last year's Salon International de la Femme Noire Viola Desmond Prize winner. And she said, we need to be present at the table where decisions are being made, or else nothing will happen. And so I think that we have here two great representatives of our elected officials, and we want to definitely thank you and congratulate you, and especially you, Dominique, for being chief of the Parti libéral du Québec. Congratulations for that. I think that time, we're gonna have to stop here. Unfortunately, it was a very interesting talk, but we'll go to the questions by the public. So just a moment. Let me get some questions. I'm seeing comments about the problems, the technical problems that we have. Si tu veux, en attendant, Nathalie, je peux faire peut-être un commentaire sur la nécessité d'avoir des gens à la table. Oui. Quand tu disais d'avoir des personnes présentes à la table. Je l'ai remarqué toute ma vie, la nécessité d'avoir une représentativité de ce que nous sommes comme société. C'est surtout ça le message qu'il faut envoyer. C'est dans les décisions qui se prennent, est-ce que les gens autour de la table sont représentatifs de l'ensemble de la société? Et je pense que lorsqu'elle disait au salon l'année dernière qu'il faut être à la table pour pouvoir prendre ces décisions-là, combien de fois je l'ai vu, ces problèmes qui sont soulevés parce que la personne qui est à la table est noire ou parce que la personne c'est une femme ou parce que c'est ces enjeux-là qui sont mis de l'avant. Et la réalité, c'est que, et encore, je vais parler de chiffres parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes,
toute organisation qui est représentative justement de ce que c'est la société, il y a eu des études après études qui ont démontré qu'elle performe mieux. Alors, c'est même pas, c'est simplement être plus au courant de tout ce qui se passe, de tous les angles morts, de tous les biais qu'on peut avoir et de prendre les bonnes décisions. Donc, absolument nécessaire que cette manière Et encore une fois, le fait que Dominique a gagné la course de la chefferie, pour moi, c'est inspirationnel, c'est tellement important pour nous tous. Parce que non seulement une femme, et écoute, on a juste eu au Québec juste une femme première ministre, c'est le temps d'avoir une deuxième. Et deuxièmement, une femme de couleur, une femme noire, elle est vraiment, juste à cause de ses expériences, à cause de son vécu, elle est vraiment sensible aux besoins d'une minorité comme nous sommes au Québec. Hein? Une minorité linguistique, une minorité culturelle aussi. Elle est vraiment sensible à ça. C'est la raison pour laquelle je pense que d'avoir Dominique, c'est comme chef du parti d'une grande formation politique, c'est tellement important. Et moi, je le souhaite la meilleure des chances, certainement. Puis écoutez, moi, je suis libéral, alors je vais l'aider. Elle est une amie de 10 ans. Mais je ne dis pas ça pour des raisons partisanes. Je dis ça parce que c'est tellement important. Ça va bénéficier tout le monde. Oui. Il faut partager le pouvoir. Et quand on regarde tous les premiers ministres qu'on a eus à travers le Canada, c'est le moment est venu de partager un peu plus. Là. Absolument. On a une question du public ici. Alors, question, est-ce que les cas de brutalité policière sont aussi bien répertoriés au Canada? J'imagine qu'on compare par rapport aux États-Unis. Let me say this in English because it might be also for Beverly. The question is police brutality as well, how do I say this? Do we measure this or record it as much as in the States, in Canada? Well, recently, I think about a year ago, the Ontario Human Rights Commission actually did a huge study. And this is the first time we've had it under Mudani, the new commissioner. And she found that it was that more, I don't know, have the percentages at hand, but she did find that more Blacks were actually carded, were stopped, were arrested or beaten when stopped than white people. And white people who actually were stopped were fewer, but usually were carrying weapons and were more aggressive, but did not actually get arrested, nor were exposed to police brutality. So what it shows that there is a clear sense that Blacks are policed very different to whites and other racialized groups. Even other racialized groups were treated differently than Blacks. Blacks were always stopped more, carded more, arrested more, beaten more, even if they were not armed, right? And whites who every time a white person was stopped, they were always carrying a weapon. They were more likely to be aggressive, and they were actually allowed to go. So, which actually startled people, because the Ontario Human Rights Commission had never done any kind of reporting like that. And people were actually stunned when they saw this, because other reports have been done by Black scholars working in the area of policing who have been saying this for a long time, and people were not really taking it seriously. But when this report came out, it became clear. Now, the police were not happy with the report, as usual. We expect that. They're never happy when they're told that they're not doing their job properly. They're never happy when they're asked, when they're held accountable. They're never happy when they're called on
the treatment of Black and racialized and poor people in the country or the city that they're working in. The report was sent to them so that they can make some recommendations were given in terms of changes that they need to make. Of course, they haven't done anything with it. Mm-hmm. If I could also add on to that, the ombudsman for federal prisons also did a similar report, you know, the studies have shown. I mean, the basis is that Blacks are no more likely than non-Blacks to commit a crime, yet Blacks are remanded 4 times its proportional weight, its weight in the population, to being remanded, to being jailed, to having longer sentences. The only other group that you know, gets the gold medal in these awful Olympics are Indigenous peoples, who are 7 to 8 times more likely to be remanded and jailed and have longer sentences. It's clear. It's an uncomfortable conversation, but we have to have this conversation. The numbers show it. Absolument. J'ai une question ici pour Teegwendé. Teegwendé, nos pays d'origine, Haïti ou Afrique, ou en Afrique, comment la distanciation sociale peut-elle être respectée lorsqu'on doit nourrir la famille? Tu es là? Oui, alors c'est une excellente question. Et d'ailleurs, c'est une bonne problématique parce que beaucoup de gens en Afrique, beaucoup de gens ont remis en question les mesures qui étaient mises en place par le gouvernement en protestant, en disant oui, mais on préfère mourir de faim enfin non, on préfère mourir du virus que de mourir de faim. Mais ce que je peux dire, c'est que la distanciation sociale, c'est sûr qu'elle est difficile au niveau, au niveau des habitations, mais c'est pas impossible. Par exemple, vous voyez, dans les transports en commun, on peut demander un nombre limité de passagers. On peut demander, comme on fait ici en Côte d'Ivoire, on peut demander le lavage des mains systématique avant de rentrer dans les centres commerciaux, même à l'hôpital, la prise de température. On peut exiger le masque avant de rentrer à l'hôpital, avant de rentrer dans les centres commerciaux, avant de rentrer dans les banques, dans tous les services. Et c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Après, c'est sûr qu'au niveau habitation, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mesures qu'on ne peut pas mettre en place. Je prends une dernière question pour Dominique, en fait. Dominique, est-ce qu'il y a un recensement de travailleurs issus de groupes racisés et touchés par la COVID-19? Je ne pourrais pas répondre et j'ai pas l'impression que ces données-là existent, mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Est-ce que la santé publique non plus ne collecte pas ce genre de chiffres? Moi, je pense qu'on a des enjeux de collecte de données justement parce qu'elles sont pas, c'est pas rendu disponible de cette manière-là. Je sais qu'il y a eu plusieurs demandes qui ont été formulées par différents groupes par rapport à ça. Donc, s'il y a des demandes, ça veut dire que l'information n'est pas disponible. Donc, j'aurais tendance à dire non, mais sans vouloir trop m'avancer, il faudrait vérifier, mais j'aurais tendance à dire non. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il devrait y avoir collecte de données parce que on dit en anglais « you get what you measure », puis si tu ne mesures pas certaines choses, tu ne vas jamais être capable de pouvoir agir et d'obtenir les résultats que tu souhaites obtenir. Si tu ne mesures pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En gros. Alors, voilà, j'aimerais remercier nos panélistes, donc Dominique Anglade, Beverly, Bain, Greg Fergus et Teegwendé Porgo d'Abidjan. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette édition en ligne du Salon International de la Femme Noire, à ce panel qui était très, je dirais, intéressant et extrêmement important en même temps de par justement toute l'actualité qui a déboulé cette semaine et qui a fait en sorte qu'il y a du travail. Je pense que pour nos élus, il y a du travail à faire. There's a lot of work to be done for all of us to try to make sure, first of all, make sure to be safe
for the COVID-19, of course. So wear your mask, wash your hands always. Mais également du travail à faire aussi au niveau comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on va essayer de bloquer ce racisme qui continue à être exprimé et entre autres par cette violence policière que l'on voit maintenant. Donc, je vous remercie, cher public, aussi d'avoir écouté ce panel et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci, bonsoir. Merci Nathalie, hein? Merci d'avoir commenté. Merci Nathalie. Merci. Merci Nathalie. Merci.